Bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle édition du Club, votre rendez-vous hebdomadaire sur Médien TV. Bien sûr, un retour sur les demi-finales allées de la Ligue des Champions avec ce large succès du Real Madrid face aux frères ennemis de l'Atlético. 3-0, un triplé de Cristiano Ronaldo. Demain, Monaco va défier la meilleure défense d'Europe et du monde, la Juventus de Turin. Également au menu du club ce soir, un premier champion dans les 5 championnats, les majors en tout cas en Europe. C'est en Allemagne que ça se passe avec le Bayern de Munich qui décroche son 27e titre de champion d'Allemagne, le 5e d'affilée, mais un titre au goût amer un petit peu pour les Bavarois et on va en parler bien sûr dans cette édition du club. Amer également, cette défaite du Paris Saint-Germain à Nice qui peut-être compromet définitivement les chances du PSG de remporter un nouveau titre de champion de France. PSG distancé par Monaco. Voilà donc un menu très riche qui nous attend ce soir. J'accueille comme il se doit à ma gauche Reda Allali. Bonsoir Reda. Bonsoir les amis. Et à ma droite, Amine Rahmouni. Bonsoir Amine. Bonsoir les amis. Alors bien sûr, Cristiano Ronaldo a fait des siennes encore, un triplé qui ouvre la voie de Cardiff pour le Real Madrid. Bon, on va pas se mentir, hein, c'était pas très plaisant comme rencontre, mais au final, le Real a fait le boulot. Le Real a fait le boulot, le Real a fait la différence. On peut dire même que le Real est qualifié. C'est vrai que c'était un match un peu fermé entre deux équipes, peut-être qui se connaissent trop bien et qui jouaient un peu avec le frein à main. Puis Ronaldo a surgi, il a été décisif. Voilà, il a une précision diabolique devant le but. Il est en train de réussir sa conversion en avant-centre, parce que c'est un peu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il est de moins en moins sur les côtés, de plus en plus dans l'axe. Décisif. Et jamais l'Atlético n'a semblé pouvoir faire trembler le Real. Jamais. Ouais. Jamais, à aucun moment. Je les ai trouvés très décevants, par contre. Voilà. Deux équipes qui se connaissent très bien, des voisins. C'était le 15e match depuis 2014, c'est-à-dire depuis la finale de 2014 à Lisbonne. Ils se sont retrouvés à 15 reprises. Mais là, et comme le disait Reda, on n'a pas reconnu cette équipe de l'Atlético. Mais 15 matchs à tout compter, la Botola, la Champions League, la Coupe, les matchs amicaux. Non, pas de matchs amicaux. Alors là... Tournoi anti-fit, tout. C'est tout rentré. Ouais, non, mais bien sûr qu'ils se connaissent bien. D'ailleurs, on le voit bien sur le match. C'est pas beaucoup de surprises sur l'ensemble de ce qu'on a pu voir. Après, ce que je retiendrai, l'avantage quand tu vois ça d'un relativement à un autre, parce que tu n'as pas de préférence particulière pour un club ou un autre, c'est que tu es beaucoup plus serein et tu juges mieux, je pense, des performances particulières. Moi, par exemple, aujourd'hui, on a beau ne pas l'aimer, son côté un peu métrosexuel, un peu apprêté, tout ce qu'on veut, mais ça reste un phénomène, ce Ronaldo. 3 buts. Et contrairement à d'habitude, il n'a pas beaucoup vendangé. Parce que Ronaldo, en général, en Liga, il en met peut-être 3, mais il en rate 16. Là, effectivement, il n'a pas eu beaucoup. Mais celle qu'il fallait mettre, la première, n'était peut-être pas si évidente que ça. La frappe par la suite où il allume All Black. Et enfin, le dernier coup, Casemiro joue très bien le jeu en laissant passer pour Ronaldo. Il a quasiment 100% de réussite, 100% de talent aussi. Pour un joueur qui met 88 buts, je pense, en 86 matchs de Ligue Champion avec le Real et 103 au total. Mais ce gars est un extraterrestre à qui je pense qu'il faut donner peut-être, n'en déplaise aux gens qui aiment le Barça, le ballon d'or dès maintenant, parce que je ne vois pas qui... ouais, mon gars, mais j'en peux plus. Mais non, Amine, le ballon d'or, c'est une autre histoire, parce que je vais juste expliquer un truc. Si jamais la Juventus remporte la Coupe d'Europe, si la Juventus remporte la Champions League, c'est Buffon qui sera ballon d'or. On le sait très bien. Il nous faut bien des sujets de dispute. Voilà, ça, c'est un sujet qui l'y vend. Cette histoire de ballon d'or. Non, maintenant, plus sérieusement, mais le ballon d'or dépend beaucoup de la Champions League. Il fallait bien allumer des mèches. De l'identité du vainqueur de la Champions League. Il faut bien allumer des mèches, mais il faut quand même reconnaître une chose, c'est que ce garçon-là est un extraterrestre. Il est incroyable. Ce qu'il réussit sur ce match-là, ce qu'il réussit dans les matchs à élimination directe cette saison en Ligue des Champions, il marque 2 buts en face de Poulain. On est en mai. Ouais, on est le 2 mai. Ouais, le 2 mai. On fait un débat sur le ballon d'or. Bien sûr que non, il faut bien allumer une mèche, comme je t'ai bien expliqué. Maintenant, ce gars-là, il met 2 buts. Tu reviennes à la raison, mon ami. Non, mais là où il a raison, même si on est en mai, le ballon d'or se décide le soir de la finale de la Champions League. Mais moi, je vais plus loin. Qu'il se décide le soir de la Champions League.
Tous les vainqueurs de la, du Ballon d'Or sont quand il y a un euro derrière, une Coupe du Monde derrière, c'est pas forcément. Là, en l'occurrence, il n'y a pas. Ah ben voilà, donc ta règle elle est fausse. Bon, vous connaissez ma position, je milite pour l'abolition de cette abomination, cette espèce de boursouflure. Voilà, cette boursouflure. Non, mais trophée individuel sur l'année civile, c'est-à-dire qu'il ne veut rien dire à peu près 2 fois de suite. Voilà, on empile les absurdités qui ne s'annulent pas mais qui s'additionnent, voire se multiplient. Donc oublions ce débat. Et revenons à ce qu'on a vu. On a vu une équipe du Real qui est très impressionnante. Voilà, je trouve très impressionnante. Impressionnante, une équipe du Real qui a déroulé, qui n'a pas eu vraiment à appuyer sur le champignon. On a l'habitude de voir un Real en réaction. Ouais. C'est-à-dire quand je parlais de Cobra la semaine dernière, c'est une équipe qui recule et qui pique. C'est-à-dire qu'au moment où tu as l'impression qu'elle est placée sur la défensive, en réaction, elle te plante des buts, avec en particulier ce Ronaldo qui porte l'équipe sur ses épaules depuis déjà la demi-finale, maintenant le quart, maintenant la demi, et il est en train de la qualifier quasiment tout seul. Mais aujourd'hui, on n'a pas eu un Real en réaction parce qu'en face, on a eu un Real en action parce qu'en face, on n'avait pas non plus une équipe le pressing a duré 10 minutes. Ça a été un peu mou, un peu brouillon, manque d'idées, manque de vitesse, pas d'inspiration. Donc du coup, ils ont su tout seuls, sans être piqués, attaquer et planter ces 3 buts qui les mettent à l'abri d'une salle surprise. Voilà, ils sont en finale et c'est un exploit déjà. On s'attendait, Amine, à un duel. On annonçait en tout cas quand on vendait ce match, un duel entre Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann. Ronaldo, c'est sûr qu'il a planté 3 buts, mais on ne l'a pas beaucoup vu. Sauf qu'à la fin, il marque 3 buts, il permet à son équipe de se qualifier. Antoine Griezmann. Mais la différence de Ronaldo et Griezmann, c'est que Ronaldo a été mis en condition, on revoit les buts. Ouais. On revoit sur le premier centre, il est en 1 contre 1. Il est là pour les mettre, Amine. Il est là pour les mettre. D'abord, on est en train de comparer la prestation de 2 joueurs en termes de rendu et en termes d'efficacité. Ronaldo a été parfaitement mis en condition sur les 3 buts. Sur la première, il est en 1 contre 1 de la tête, où il prend le dessus. Sur la deuxième, il est parfaitement décalé par Benzema. Il prend le temps quand même d'allumer sa mèche et Oblak en face de lui. Et sur la troisième, tu as Casimiro qui laisse passer le ballon. Il se retrouve seul aux 6 mètres, quasiment tranquillement pour allumer Oblak. Alors que Griezmann a été obligé de décrocher pendant tout le reste du match pour y chercher des ballons quasiment dans les 40 derniers matchs beaucoup plus bas. Il n'a jamais été véritablement mis en condition pour aller inquiéter Keylor Navas. C'est là la différence. Je finis juste la phrase par rapport à ce que disait Reda quand il disait que le Real n'a pas été dans la réaction. Peut-être aussi que la condition de l'équipe et sa manière de jouer a fait en sorte d'annihiler toutes les éventuelles attaques dangereuses de l'Atlético. Tant Casimiro que Modric ou Toni Kroos, en termes de rendu, ça a été impressionnant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Atlético n'a aucun mieux. Sur le plan du talent individuel, il n'y a pas photo entre les 2 équipes. Voilà, si on prend poste pour poste, tu mélanges les 22 joueurs, tu prends ta sélection des 11, tu vas avoir peut-être 9 ou peut-être 8, en tout cas pas moins de 8 joueurs du Real. Mais ce qui se passait d'habitude. Oui, mais Reda, avant, on parlait par exemple en tant qu'individualité, parce qu'il y avait ce bloc de l'Atlético Madrid qui a toujours posé beaucoup de problèmes par de l'abnégation aux stars du Real. Tout à fait, compensé par de l'abnégation et compensé par une façon de défendre, y compris très bas parfois, en ligne basse, sans être mis en danger. Il y avait beaucoup de sacrifices, beaucoup de solidarité et une efficacité monumentale en contre. Bon, la meilleure année de l'Atlético, c'est sans doute celle de Diego Costa, où on a l'impression qu'il fallait une demi-occasion. Donc c'est l'année où ils sont champions, près de la Liga. Bon, ça s'est émoussé, c'est la vérité, ça s'est émoussé. C'est moins efficace, c'est moins étanche, c'est moins perméable. Et devant, voilà, c'est moins tranchant. Même si Griezmann est sans doute largement aussi bon que Diego Costa, ça a été beaucoup moins efficace. Et ce score de 2-0 veut dire ce qu'il veut dire. Ils n'ont jamais, je le répète, ils n'ont pas eu une occasion. Après, je trouve quand même on minore beaucoup aussi la prestation du Real Madrid parce que quand tu vois ce Real Madrid qui continue quand même à batailler très fort en Liga contre un poursuivant direct qui est de Barcelone, contre qui il perd dans le Classico et qui malgré ça a les ressources mentales et même physiques et techniques pour revenir contre Valence alors que c'est pas évident. N'importe quelle équipe qui se prend un but égalisé contre Valence à la 88e minute revient très difficilement. Où c'est que ce bonhomme-là, Zidane, arrive à motiver ses troupes pour continuer à batailler autant en Ligue des Champions, parce que comme dirait Reda, je pense qu'ils sont quasiment qualifiés effectivement à 3-0, mais également à tenir leur rang en Liga où ils continuent justement. La Liga, la motivation, elle vient naturellement, c'est la priorité de l'année. En Liga, je crois qu'ils n'ont pas gagné depuis 2007. Bien sûr, mais Reda, voilà, c'est la priorité de l'année. Et ils se sont inventés, ils ont découvert
en chemin cette deuxième motivation phénoménale qui est d'enchaîner 2 Ligues des Champions, ce qui ne s'est pas fait. Donc tu as devant toi, pour des gens qui carburent à la statistique, à l'ego et à la gloire de faire les choses pour la première fois, ces 2 énormes challenges, je pense qu'il n'y a pas besoin de les aiguiller beaucoup. Entre l'envie et les réalisations, surtout à ce niveau-là, qui est le très haut niveau. Le problème du Real, ça a toujours été de mettre en ligne le talent avec la motivation et le sacrifice. Voilà. Le talent a toujours été là. Globalement, on peut mettre ça au crédit de Zidane, parce que ça peut être une bonne question à poser. Bien sûr, il faut le mettre au crédit de Zidane. Aujourd'hui, en termes de motivation. Zidane, en tout cas, qui aujourd'hui, en Ligue des Champions, il a gagné 100% des rencontres, en fait. Il a perdu contre Wolfsburg, mais il s'est qualifié. C'est-à-dire, il n'a perdu aucune décisive. Voilà, aucune rencontre décisive. Et donc là, il a gagné la Ligue des Champions en tant que joueur, il a gagné la Ligue des Champions en tant qu'adjoint, il a gagné la Ligue des Champions en tant qu'entraîneur, et il est en passe de réussir attention, mais c'est la cruauté aujourd'hui des statistiques et de ce culte des résultats et de fait qu'on regarde tout par ce prisme. S'il perd 2 matchs, on va parler de saison pourrie. Oui. S'il perd la finale de la Ligue des Champions et un match de championnat qui permet au Barça de passer devant, on va prendre tout ce qu'on a dit, le mettre dans une poubelle, sortir autre chose. Et c'est la cruauté de ce monde-là, où tu es tellement mais le meilleur, d'ailleurs on en parlera tout à l'heure je pense, mais la meilleure définition de ce que tu viens de dire aujourd'hui, c'est le Bayern de Munich, qui aurait pu passer logiquement contre ce Real et qui aujourd'hui effectivement perd tout. Mais encore juste une phrase par rapport à Zidane, aujourd'hui nous sommes arrivés dans un système tellement exigeant qu'on a tendance à minorer les exploits. Et aujourd'hui, que ce soit Zidane au Real ou Ronaldo au Real, ce qu'ils font est véritablement impressionnant, il faut le dire. C'est pas le système qui est exigeant qui fait qu'on minore, c'est la répétition de l'exploit. Voilà. Quand un bonhomme est décisif une fois, une Coupe du Monde, 1 euro, une Ligue, une demi-finale, un quart de finale, à un moment, c'est humain, tu t'habitues à l'exceptionnel. Voilà. Et c'est ce qui nous a habitués. Globalement, la Liga nous a habitués à l'exceptionnel. En tout cas, ce qui est exceptionnel, c'est de trouver et retrouver l'équipe de Monaco dans le dernier carré de cette Ligue des Champions. Personne n'attendait cette formation monégasque. Je dois rappeler que cette équipe de Monaco a dû passer par le tour préliminaire de la Ligue des Champions, donc elle joue depuis longtemps. Et là, elle est dans le dernier carré et elle a un entraîneur, monsieur Leonardo Jardim qui demande à ses joueurs tout simplement, il faut donner sa vie si besoin, affirme donc Leonardo Jardim, l'entraîneur portugais de cette formation monégasque. On l'écoute tout à l'heure dans la conférence de presse qui précède bien sûr cette rencontre, ce choc face à la Juventus. Cette équipe, c'est totalement différente des autres 2 équipes que nous jouons. Le Dortmund et City sont équipes plus offensives, moins défensives. Et Juventus, c'est très costaud défensivement et aussi offensivement, c'est très efficace. Je crois et je connais bien, et tout le monde connaît la qualité de l'adversaire. Et c'est un match avec 2 équipes différentes, mais avec la même ambition de jouer une finale. Voilà, ils ont tous les deux la même ambition de jouer cette finale de la Ligue des Champions. Quelqu'un qui rêve aussi, lui, de remporter ce trophée. Il a tout gagné, hein, la Coupe du Monde, des titres de champion d'Italie, en veux-tu, en voilà. D'ailleurs, ils sont en lice avec la Juve pour un 6e sacre d'affilée en Italie. Il a 39 ans, c'est Gianluigi Buffon. Il dispute son 106e match de Ligue des Champions. Gianluigi Buffon qui évoque lui aussi la spécificité de ce match face à un adversaire qu'il qualifie d'imprévisible. Garibaldina, una squadra spavalda. C'est une équipe très offensive. Ils adorent attaquer et ils ont un entraîneur qui a une philosophie de jeu très claire. Il marque une avalanche de buts et Mbappé n'est pas le seul danger. Il y a Falcao aussi. Je les respecte. Quel que soit le résultat à Monaco, le match à Turin restera très ouvert, car Monaco est imprévisible et tout est possible contre eux. On dirait un entraîneur. Voilà donc Gianluigi Buffon qui s'attend à un adversaire imprévisible. Non, on dirait un entraîneur qui parle, tu vois, par son âge. Il a 39 ans. Hein. Oui, non, par sa stature, son expérience, même son phrasé, sa diction, il est plus proche de Jardim peut-être que de Mbappé, hein, en tout cas, c'est clair. C'est un sacré bonhomme, ouais, c'est un sacré bonhomme. Et effectivement, tous les amateurs de foot, quelle que soit la couleur des clubs qu'on supporte, aimeraient bien dans un coin de notre cœur
que ce trophée, il le soulève. C'est le dernier qui manque. Voilà, tu parlais du Ballon d'Or tout à l'heure. Une des raisons pour lesquelles je ne supporte pas trop cette distinction, c'est qu'elle est interdite. Cette gloire est interdite à des joueurs de cette trempe-là. Et pourtant, Dieu sait qui la mérite. Voilà. Le gardien de but, bien sûr, Gianluigi Buffon, qui pourrait, souvenez-vous bien de ce jour, le 2 mai, qui pourrait gagner ce Ballon d'Or si jamais la Juve remporte cette Ligue des Champions. Avant de poursuivre, on peut préciser que le championnat c'est plié, même si c'est pas mathématiquement. C'est pas mathématiquement plié, mais ça le sera le week-end prochain dans le derby de Turin entre Torino et l'équipe de la Juventus. Juste une petite anecdote, j'ouvre une petite parenthèse. Tout à l'heure, ce week-end en tout cas, Bonucci, qui est la star de la défense de la Juventus de Turin, est parti assister au match de l'ennemi juré, Torino, avec son fils, car le fils de Bonucci est un fan de Torino et il était habillé avec le maillot du club de Torino. C'était une très très belle image, une des images du week-end en Italie. Avant de poursuivre, par quelle construction mentale tu deviens fan de Torino quand ton père joue à la Juve? Comme le fils de Ronaldo qui est fan de Lionel Messi. Il n'a pas fini l'histoire. Parce que Bonucci a dû s'expliquer par rapport à ça. Il a tweeté en fait qu'il était en repérage par rapport au derby à venir. Par contre, avant de continuer, depuis tout à l'heure, tu es sur une erreur historique qui est incroyable, que je t'ai laissé passer par pure bonté d'âme, mais je tiens à réparer. À un certain moment, tu disais que personne ne pariait sur cette équipe de Monaco en demi-finale. Oh là là. Donc, oui. Merci. Oui, non, mais tant que le dîner n'est pas payé, je suis obligé. Tant que le dîner est toujours obligé de la sortir. Avant de poursuivre les débats, mes amis, moi j'ai demandé à nos deux consultants, italiens Simone Rovera et français Hervé Penaud, de plaider chacun la cause du représentant de leur championnat respectif. Et tout cela en une petite minute. On commence par celui qui reçoit, maître Hervé Penaud. Pourquoi, Hervé, Monaco va se qualifier pour la finale? Hervé. Monaco va se qualifier de manière relativement simple. C'est parce que pour la première fois, la Juventus va avoir affaire à une équipe qui sera totalement décomplexée, qui n'a rien à perdre. Aujourd'hui, tout est réglé pour cette équipe de Monaco. Ils sont en demi-finale, ils sont quasiment champions de France. Ils ont une attaque qui va vouloir se prouver qu'elle est capable d'être meilleure qu'une défense qui est peut-être la meilleure défense du monde. Mbappé, qui vole en ce moment, il est capable absolument de tout, de marquer des buts, je pense, contre n'importe quelle défense du monde. Défensivement, c'est devenu très solide autour de Glick. Ils ont des latéraux qui ont une puissance physique phénoménale. Monaco a absolument tous les atouts pour aller en finale. Et en plus, elle a un atout supplémentaire qui est, entre guillemets, une forme de pression qui est sur les épaules des joueurs de la Juventus. Parce que pour beaucoup de gens, Monaco a déjà atteint son maximum. N'oublions pas, en 2015, quand ils avaient rencontré la Juve, c'était une Juve qui était quasiment aussi bonne que cela, peut-être un petit peu moins bien, mais Monaco n'était pas à ce niveau-là. Ils avaient réussi à poser d'énormes problèmes à la Juve. Aujourd'hui, on remet les compteurs à zéro. Monaco est beaucoup plus fort. Ils sont sur une immense dynamique. Je vous annonce que Monaco va passer et sera en finale de la Ligue des Champions. Allez Monaco! Très enthousiaste. Donc, comme toujours, Hervé Penaud. Simone Rovera, c'est à toi maintenant. La Juve a l'expérience, la Juve a un meilleur effectif. La Juve est programmée pour remporter ce trophée, cette Ligue des Champions. Explique-nous pourquoi, Simone. Parce que la Juve a une équipe qui est supérieure à chaque poste, supérieure sur chaque joueur, individuellement, collectivement. C'est un parcours qui a été bien organisé par ce club d'arriver à gagner la Ligue des Champions. C'est pas un exploit. C'est depuis le début de la saison que Allegri organise des turnovers bien pensés pour avoir une équipe au top de la forme en ces moments de la saison. Elle n'a pas joué 57 matchs, compétition confondue. Il n'a pas 10 joueurs qui ont joué plus de 40 matchs. Il n'a que 3. Donc, il a des joueurs frais qui sont prêts. Il a des joueurs qui sont supérieurs individuellement. Je l'ai dit, Higuaín est meilleur que Falcao, Dybala est meilleur que Mbappé, Bonucci est meilleur que Glick. C'est vraiment compliqué de trouver des joueurs du Monaco qui sont meilleurs des joueurs de la Juventus. Et après, il y a une chose qu'on peut encore dire. La Juventus est une équipe qui n'a peur de personne. Même la fraîcheur de Monaco ne fait pas peur à la Juve. La Juve a battu le Barça. La Juve a gagné à Séville. La Juve a déjà gagné des équipes plus fortes qu'elle et qui devaient gagner la Ligue des Champions. Donc, ça reste un petit pas face à une équipe qui est jeune, mais qui n'a pas l'expérience qu'il faut pour gagner ces matchs si importants. Voilà, on va jouer au même jeu, une minute chacun. Opposition de style.
contre Monaco, l'une des meilleures attaques en Europe. Ils ont marqué 146 buts, toutes compétitions confondues, contre la Juventus, équipe qui n'a pris que 2 buts en Ligue des Champions depuis le début. Ouais, seconde meilleure attaque d'Europe après Barcelone, et juste avant le Real de Madrid. Mais effectivement, je pense que l'avantage est très largement aujourd'hui, pour le faire assez rapidement, en faveur de la Juventus, qui a pour elle l'expérience, qui a pour elle un très grand gardien, qui a pour elle une superbe défense qui est parfaitement hermétique, on l'a bien vu contre la MSN, mais qui a aussi pour elle des gens qui défendent relativement haut et qui récupèrent bien les ballons, et surtout qui a pour elle aujourd'hui des attaquants qui attaquent très très bien, qui mettent beaucoup de buts, notamment Higuaín, qui s'il est en pleine bourre fera beaucoup de mal à Monaco, qui a une défense relativement friable. Higuaín, qui n'a marqué que 3 buts en Ligue des Champions cette saison, en moins d'1 minute, Reda. Ouais, difficulté à analyser, à imaginer ce qui va se passer demain. Parce que d'un côté, on connaît la Juve, on connaît sa qualité, on a une bonne tête de vainqueur de Ligue des Champions. Et en même temps, il y a un mystère. Il y a le mystère et le suivant. Quelles sont les limites de Monaco? Voilà. On pensait qu'elle allait peut-être s'écrouler en championnat de France. Pas du tout. Craquer en Ligue des Champions. Elle n'a pas craqué. Elle a une grosse force mentale, cette équipe, malgré sa jeunesse, puisqu'elle a réussi à se remettre d'aplomb à chaque fois, même après le match qu'elle a balancé en Coupe de France ou la claque qu'elle a pris en finale de la Coupe de la Ligue. Donc on ne connaît pas sa limite. Et c'est pour ça que c'est un grand mystère que je ne sais pas imaginer, voilà. Voilà, en tout cas, Marcello Lippi, le légendaire entraîneur italien, il a dit le plus grand danger pour les Turinois, c'est de sous-estimer cette équipe de Monaco et qu'a qualifié la Gazzetta dello Sport de mine d'or. La mine d'or en Europe, tellement ce club arrive à sortir de jeunes talents exceptionnels. Mes amis, restez avec nous. On va se retrouver dans un court instant. Pour la seconde partie du club, il sera question du sacre du Bayern et du non-sacre du Paris Saint-Germain. A tout de suite. Bienvenue mes amis dans cette seconde partie du club où il sera question bien sûr du premier club sacré champion en Europe et comme souvent ces dernières années, c'est bien entendu le Bayern de Munich, champion d'Allemagne, le Bayern de Munich, 27e titre, c'est le Rekordmeister, le 6e d'affilée. Les Bavarois dominent, certains disent les Bavarois tuent ou sont en train de tuer la Bundesliga. Oui, avec une débauche de moyens, avec une légitimité historique, on va dire. C'est le plus grand club d'Allemagne et de loin, l'un des plus grands clubs du monde. Mais encore une fois, on va se poser la question que tu as dit en titre tout à l'heure. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas un nouveau sacre qui va aussi... qui ne réussira pas à cacher un énième non-succès en Ligue des Champions. Mais avant de parler de Ligue des Champions, tu parles de la légitimité historique, peut-être aussi, et ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est la puissance financière, parce qu'aujourd'hui, le Bayern dépouille tous les autres clubs, par exemple, quand on voit l'effectif, quand il y a un joueur qui brille, même chez l'adversaire, le Borussia Dortmund, on prend... Il dépouille son concurrent direct. Et ils sont d'accord, les autres. Tu sais, il y a un jour, il y a Rummenigge, il me semble, oui, Rummenigge qui avait fait une superbe déclaration où il expliquait par rapport à un club dont j'ai plus le nom, qu'il était le devoir de Bayern aujourd'hui de soutenir tous les clubs de Bundesliga parce qu'il préférait être un club fort dans un championnat fort plutôt que d'être le seul grand club dans un championnat affaibli. Ils ont soutenu un club qui était en faillite. Exactement. C'était, je pense, je ne me rappelle plus du club, mais c'était en faillite. Ils ont mis de l'argent. Ils mettent de l'argent de manière connue ou moins connue dans beaucoup de clubs de Bundesliga. Et pour eux, ils estiment que c'est un sacerdoce. C'est quelque chose qui est tout à fait normal. Mais en même temps, ils pillent les richesses des autres clubs, les autres clubs qui peuvent leur faire de l'ombre. Personne ne fait rien gratuitement dans ce monde. Mais après, aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de clubs dans le monde aujourd'hui? Est-ce que tu vois Manchester aujourd'hui financer Everton? Est-ce que tu vois Barcelone financer Southampton? Oui, ça n'existe que dans le modèle allemand. Non, finalement. Non, parce que Southampton justement a été sauvé de la faillite par les clubs de la Première Ligue, qui est une société privée dont la faillite d'un des membres pouvait entraîner par ricochet un désastre. Un système Madoff. Si on revient à l'Allemagne, quand tu dis ils pillent les autres clubs, ils payent les joueurs qu'ils achètent aux autres clubs. Les joueurs, ils ne les sous-payent pas. C'est-à-dire que si il se trouve un autre club... voit mal, par exemple, aujourd'hui, Barcelone allait chercher Sergio Ramos, Ronaldo et Modric. Je reviens là-dessus. Je pense même que si les petits clubs allemands, les petits étant tout ce qui n'est pas le Bayern, les clubs allemands vendent au Bayern, c'est parce que la proposition du Bayern est supérieure à celle que font n'importe quel autre club. On est d'accord là-dessus? On est d'accord là-dessus. Il n'y a pas de bonté là-dedans, il n'y a que des chiffres. Non, le problème, Reda, et c'est pour ça qu'on en parle, c'est que chaque année,
quand un joueur brille, et souvent ça se passe chez le Borussia Dortmund, eh bien ce joueur est récupéré par l'adversaire direct. On est vraiment... Ce que tu dis est une modélisation allemande du modèle du foot européen. Aujourd'hui, le foot européen, et je le déplore autant que toi, sauf que toi tu parles d'Allemagne, moi je parle d'Europe. Bon, quand Coutinho fait une bonne saison, qu'on en parle au Barça, quand Hazard parle du Real, et c'est pareil. C'est pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que, par exemple, si Hazard fait une super saison à Chelsea et qu'on en parle au Real, c'est pas grave. Mais s'il fait une super saison à Chelsea et qu'on en parle, et qu'il la saison d'après il joue à Arsenal, et que Arsenal presse 3-4 joueurs du même club, c'est tellement rare, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Tu touches du doigt un autre phénomène que je déplore encore plus, qui est qu'aujourd'hui, cette Bundesliga, comme quasiment tous les championnats nationaux, je mets de côté l'Espagnol qui a encore cette dualité Real-Barça qui fait qu'il y a un vrai suspense. L'Angleterre, non, mais on va parler du PSG après. La France, mais aujourd'hui, ce sont des tournois qualificatifs de pour la Ligue des Champions. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne juge le succès d'un entraîneur au Bayern ou le succès d'un Bayern sur l'année que sur la Ligue des Champions. Voilà. Le titre national. Et il est là le problème. Le problème, il est là. Le problème, il est que tu as eu un Dortmund, tu as eu du Hambourg de Magat, tu as eu du Francfort, tu as eu des grands clubs aujourd'hui. Alors, il faut s'attendre à ça. Ouais. Il faut s'attendre aujourd'hui à avoir la concentration des richesses qui donne la concentration des talents, qui tue les championnats nationaux. Et si j'étais allemand, sincèrement, je ne trouverais pas que c'est une situation très, très satisfaisante. Ils ont l'air de s'en accommoder, par contre, quand tu discutes avec eux. Je parlais avec un journaliste allemand. Ils ne voient pas les choses comme ça. Voilà. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est un peu surprenant. Parce que sur le plan du spectacle, du suspense... Moi, je comprends. Il te place tout ça sous le enfin, il a un regard de tout ça sous le prisme de la morale. C'est tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il estime pas normal qu'un club aujourd'hui trust tout dans un pays, mais aussi les meilleurs joueurs et qu'il fasse en sorte de les récupérer sans aucune vergogne. Ouais. Mais alors que comme t'expliquais Reda, c'est un peu le lieu commun dans le football mondial. Non, on ne le voit pas dans un championnat, dans le même championnat, on ne le voit pas. On ne le voit pas, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Parce que c'est normal. Mais parce qu'aujourd'hui, le Real Madrid est aussi puissant que Barcelone et vice-versa. Alors qu'en Allemagne, le club phare, c'est peut-être ça le problème du Bayern de Munich, c'est que le Bayern de Munich est trop fort, le Bayern de Munich est champion trop tôt, le Bayern domine trop cette Bundesliga, et quand il sort en Europe, il a un problème. Quand les spécialistes du foot allemand parlent de ça, enfin surtout les Allemands, ils le regardent avec un autre prisme, ils le regardent avec le prisme de l'équipe nationale d'Allemagne, c'est la match-up. Ils te disent en même temps, voilà le titre de 2014, il est aussi là-dedans. La renaissance du foot allemand, qui était au fond du trou quand ils se font sortir par la Hongrie, quand ils remettent à plat leur projet de jeu, qui passent la mauvaise période de 94, etc. Ils remettent à plat quand ils remettent à plat leur football, ils partent sur un autre projet de jeu, et ce projet de jeu, il est porté par le Bayern, et un bon Bayern est une bonne équipe d'Allemagne. Maintenant, ce que tu dis sur la centralisation autour d'un seul club, ça ressemble à ce qu'on voit dans les, entre guillemets, petits championnats. Voilà. Où l'Étoile Rouge de Belgrade était la Yougoslavie. Voilà, tu te rappelles de cette voilà, où le Bayern et l'Allemagne, etc. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que ça perd son intérêt sportif. C'est un petit peu tristouille de voir tous les ans le club, le même club sacré. Mais bon, ils ont un problème. Et la clé de la solution, excuse-moi, je termine là-dessus, c'est évidemment une répartition plus équitable des droits télé, une meilleure répartition des richesses qui va niveler un petit peu tout ça et donner aux supporters allemands un vrai suspense qu'ils ont malheureusement perdu depuis des années. Quoi. Mais juste une phrase, rapidement, tout ça n'enlève pour les Allemands, en tout cas, en rien, l'intérêt qu'ils portent à cette Bundesliga. Les stades sont pleins, il y a du spectacle, donc ça semble déranger tout le monde, notamment sur ce plateau-là, mais surtout pas eux. Voilà. En tout cas, un championnat d'Allemagne qui est exceptionnel, spectaculaire, comme tu dis, avec des stades pleins et avec quelques surprises quand même, parce que là, on est en train d'ouvrir un débat. C'est vrai que le Bayern a été champion pour la 27e fois, la 6e fois d'affilée, sauf que là, il reste sur 2 semaines horribles. Une élimination en Ligue des Champions sortie par le Real Madrid et puis une élimination en Coupe qui plus est à Munich face bien sûr à celui qui lui fourgue des joueurs, le Borussia Dortmund. En tout cas, champion d'Allemagne, notre ami Carlo Ancelotti. Comment ? Non, ce qui manque, je suis en train de réfléchir. Tu parlais du fait d'aller piquer des joueurs sur ton adversaire direct. Est-ce que tu sais, par exemple, qu'entre Liverpool et Manchester United, il n'y a jamais eu de transfert ? Ouais. Voilà, pourquoi ? Parce qu'il y a une rivalité qui dépasse le cadre du sport, qui vient dans notre problème de Canal, enfin on passera là-dessus. Il n'y a pas ça entre le Dortmund et le Bayern. Voilà. C'est ce qui manque.
Voilà, tu vois, il n'y a pas ça. Il n'y a pas Tottenham et Arsenal, ou alors Chelsea, par exemple, Pochettino, il a dit jamais je vais aller entraîner à Londres ailleurs qu'à Tottenham. Les transferts qui entre le Real et le Barça, il y en a eu bien sûr. Il y a eu Figo, Lucien Enrique, ça. Mais on a vu comment ils sont passés. On a vu les psychodrames. Voilà, tu vois, ça n'existe pas. Ça n'existe pas en Allemagne. Est-ce qu'il faut le regretter ou pas? J'en sais rien, mais c'est une spécificité aussi de. Tu ne peux pas regretter un système aujourd'hui qui te donne. Non, il faut regretter ou pas. Je ne pense pas que tu puisses regretter un système qui donne des vainqueurs de Ligue des Champions et qui donne des champions du monde. Les Allemands aujourd'hui, sur toutes les grandes compétitions, à part quand ils connaissent un passage à vide, sont toujours cités parmi les favoris. Et c'est peut-être aussi ce gentleman agreement en tous les clubs qui fait qu'il y a une certaine entente, qui marche plutôt bien. Une certaine solidarité. C'est rare où tu entends. Mais sauf que là, Amine, les clubs, ils sont d'accord. Oui, ils sont d'accord. Le système est d'accord. C'est pas une trahison. C'est ça le gentleman agreement à qui on va jeter quand il rentre au stade, on va jeter des. C'est là le gentleman agreement dont je te parlais. Et d'ailleurs, tu remarqueras que tu as rarement de grands scandales entre les clubs, les déclarations. Tu trouveras aujourd'hui ce que vit par exemple Ramos, Piqué, Barcelone-Real, tu le trouveras très rarement en Allemagne. C'est un déficit de spectacle qui nuit à l'exportation de la Bundesliga. Aujourd'hui, quand tu regardes la Ligue française, la Ligue professionnelle, ils te parlent de se développer vers l'Asie, la Chine, de changer l'horaire des matchs parce qu'ils cherchent des marchés. On comprend, voilà, on va vers ça dans le monde aujourd'hui. La Bundesliga, elle est limitée par ça. La Bundesliga, elle est limitée par le fait que tu as un championnat qui est un peu joué d'avance. Voilà, c'est une des limites qu'ils peuvent avoir dans leur expansion. Je parle commercial, je ne parle pas sportif. En tout cas, il y a quelqu'un qui a découvert la Bundesliga, on en attendait des monts et merveilles, c'est Carlo Ancelotti, mais bien sûr, il a été sacré champion avec le Bayern de Munich. Quand même, chapeau à Carlo Ancelotti, il a été sacré dans les 5 championnats majeurs. Il est champion d'Angleterre, il est champion d'Espagne, il est champion de France, il est champion d'Italie et il est champion d'Allemagne. C'est le seul aujourd'hui à avoir réalisé donc cet exploit, mais il est victime de critiques aujourd'hui et de critiques des fois qui viennent même de l'intérieur. On voit ce sujet, on en parle juste après. Sur le long terme, un seul titre, ce n'est pas assez pour nous, a rappelé Uli Hoeneß, le charismatique président du club, après le double échec européen et en Coupe d'Allemagne au Mister italien. Faire mieux, c'est ce qu'on demande au Mister italien Carlo Ancelotti pour la première fois critiqué vertement et de toutes parts. Selon 3 axes, la mauvaise qualité supposée de ses entraînements, le repli sur les trentenaires et l'obstination à ne pas faire jouer les espoirs du club et les erreurs de jugement lors des remplacements contre le Real Madrid. Sur la composition de l'équipe, les choses doivent être nuancées. Jusqu'à la trêve, Ancelotti a beaucoup fait tourner. Ensuite, il a commencé à dégager une équipe type dont c'est vrai, les jeunes espoirs ont été partiellement exclus. Habitué au grand club, le débonnaire entraîneur de 57 ans qui a remporté 2 Ligues des Champions comme entraîneur avec l'AC Milan et une avec le Real Madrid, un technicien qui a été champion dans les 5 tournois majeurs en Europe, ne devrait pas s'inquiéter pour son contrat qui court jusqu'en 2019. On a essayé de tout gagner, mais des fois on a été malchanceux et des fois on a été bon, surtout en Bundesliga. Je pense qu'on peut apprendre de ce qui s'est passé ce dernier mois pour être meilleur l'année prochaine. Il est donc plus que probable que Carletto soit toujours sur le banc du Bayern la saison prochaine, mais il n'aura plus le droit à l'erreur. Son prédécesseur Guardiola est parti au bout de 3 ans avec 3 titres de champion et 2 coupes d'Allemagne en poche, plus 3 participations aux demi-finales de Ligue des Champions. Ancelotti est très loin du compte. Le but officiel. Ah non, deuxième poteau. Voilà, donc un seul titre, ça suffit pas. Hein, mais ouais, mais ils sont pénibles là. Ils sont pénibles là. Tu sais, moi, même de l'intérieur. Non, mais je le trouve fatigant. Moi, les anciennes gloires là, qui sont aujourd'hui aux commandes du club, les Hoeneß. C'est pas des anciennes gloires, c'est des actuels patrons. Mais non, mais oui, mais c'est des anciennes gloires. Mais ils parlent de cette posture-là. Enfin, je vais dire en français. Voilà, rien ne leur remplit les yeux. Ils sont là comme ça, un peu grognons. On a l'impression qu'ils ramènent du sang neuf, mais en fait, ils veulent leur faire exactement ce qu'ils voudraient faire. C'est-à-dire que, tu vois, tu ramènes pas Ancelotti ou Guardiola pour faire du Henkes. Voilà. Sinon, tu gardes Henkes. Tu ramènes, tu vois, je veux dire, à un moment. Henkes a 107 ans, il ne faut pas non plus rester éternellement. Non, mais ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il y a une inadéquation entre la structure du club qui veut un entraîneur un peu, comment dirais-je, profil bas et le profil qu'ils choisissent. Voilà. Ils choisissent des gros profils pour un poste qui est un low profil. Voilà. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. On a quand même l'impression que ce mode de gouvernance qui fait que tu as un club tout puissant a des exigences qui se
peu compatible avec le marché des entraîneurs dans le monde entier. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, quand tu as un club qui te met à disposition tous les moyens possibles, qui te ramène tous les meilleurs joueurs... Là, ils ont eu les 2 meilleurs entraîneurs au monde. C'est ça, mais c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils vont estimer que ces 2 meilleurs entraîneurs du monde, à qui on ramène les meilleurs joueurs d'Allemagne, tous, où qu'ils soient, mais aussi les meilleurs... C'est peut-être faux, mais aujourd'hui, ils vont estimer que ces entraîneurs à qui on met sur la table tous les moyens possibles imaginables doivent tout gagner. Attention. Quand on parle de moyens pour les clubs allemands, n'oublions pas que les clubs allemands, comme les Français, étaient soumis bien plus tôt que les autres en Europe à l'espèce de fair play financier qui faisait qu'ils n'ont pas des déficits abominables qu'ont les Espagnols. Non, ils ont zéro déficit. Voilà. Le Bayern de Munich ne consomme pas un seul euro qu'il n'a pas. On sait tous qu'en Espagne... Oui, voilà, il y a 5-6 ans, tu te rappelles le déficit cumulé, tu te rappelles les affaires des biens de la ville cédés au Real, voilà, etc. En Allemagne, ça n'a pas eu lieu, donc c'est des sociétés sauf qu'aujourd'hui, le Bayern est un club richissime. Et aujourd'hui, le Bayern est en train de penser, on ne va pas parler tous en même temps, le Bayern, aujourd'hui, est en train de réfléchir à faire un gros transfert cette année, parce que là, il voit qu'il y a un blocage quand même. Il y a un blocage que l'équipe ne progresse pas. C'est-à-dire demi-finale de la Ligue des Champions. Non, je ne suis pas d'accord. Revois le match contre le Real Madrid. Oui, mais l'an prochain, si l'arbitrage vidéo est institutionnalisé, ce que je n'espère pas, parce que je ne suis pas forcément pour, le Bayern passe 10 fois contre le Real. Attention. Je suis désolé. Donc, aujourd'hui, tu vas juger, les dirigeants de ce Bayern-là vont juger un Ancelotti sous le prisme de 2 erreurs ou 3 erreurs arbitrales flagrantes qui l'excusent une compétition. Je vais vous dire ce que reprochent les dirigeants du Bayern, mais aussi certains grands médias comme le journal le plus lu en Allemagne, qui est Bild. Alors, il y a 3 axes. D'abord, la mauvaise qualité supposée des entraînements. Ils estiment qu'il est un peu trop sympa. C'est Bild qui estime ou c'est les dirigeants? Même les dirigeants. Et d'ailleurs, il a dû répondre. Hein. Il a dû répondre à cette accusation. Le repli sur les trentenaires, et ça c'est vrai, et il ne donne pas beaucoup de place aux jeunes, parce que ce que faisait Guardiola, Joshua Kimmich, qui est titulaire avec l'Allemagne, qui joue pratiquement jamais, le jeune prodige de la défense de l'équipe d'Allemagne, qui joue pratiquement jamais avec le Bayern, Coman, qui vient de prolonger son contrat, et puis on lui reproche aussi certaines erreurs de jugement lors des remplacements lors du match du Real Madrid. Juste, je vous dis la phrase qu'il a dû répondre sur le fait qu'il est un peu trop gentil. D'ailleurs, ça a été la même... Au Real. C'était la même critique au Real Madrid. Paris aussi, d'ailleurs. Il était trop proche des joueurs, trop conciliant, et ça posait problème. On a l'habitude, c'est valable dans la vie personnelle, c'est aussi valable dans la vie professionnelle, de reprocher les choses qui t'ont fait, ce qui ont fait qu'on t'a aimé. C'est-à-dire que globalement, Ancelotti, il n'a jamais été, contrairement aux autres Italiens qui sont Sacchi ou Capello, pour ne parler d'eux, ou Conte, il n'a jamais été un homme de schéma tactique figé, un homme de coups d'éclat, de faire monter un joueur. Ni un gros gueulard d'ailleurs. Voilà, il a par contre été partout. D'ailleurs, il savait comment il était, hein, c'est pour ça qu'ils sont allés le chercher. Partout il est passé, il est passé pour un gentleman, gestionnaire de vestiaire, qui dégonfle les conflits, qui se fait aimer beaucoup et dont les équipes se défoncent pour lui. Voilà. Et c'est quelque chose qui l'a suivi et qui doit être vrai. Il est aimé partout où il est parti. Voilà. Contrairement à Mourinho qui part en laissant ça lui a coûté son poste au Real. Oui, non, mais contrairement à Mourinho, son poste. Oui, mais bien sûr, mais c'est bien ce que je dis. Il est comme ça. On peut pas lui reprocher ce pourquoi il est connu. Voilà, il est. Je vais reprendre une position qu'a eu il y a 1 an ou 2 par rapport à la Boto. Là, je vais la transposer au Bayern. Et c'est très drôle. Aujourd'hui, il faut savoir ce qu'on veut. Ce Bayern-là, donc, veut bien jouer, veut gagner des titres, veut acquérir des jeunes. Il veut faire 400 millions de choses et aucune chose à la fois. Aujourd'hui, quand tu dis j'enlève les trentenaires, qu'est-ce que tu vas enlever? Lewandowski, c'est un super attaquant. Müller, c'est un super attaquant. Robben, Lam, Alaba, Ribéry, Xavi Alonso. Oui. Sauf que aujourd'hui, on le dit, cette équipe vieillit. Mais cette équipe vieillit, tu vas jouer combien? Mais tu vas jouer combien d'années avec les trentenaires? Jusqu'à ce qu'il soit plus valable. Mais aujourd'hui, le fait est que c'est encore de super. Donc c'est un problème de gestion du club et pas de Carlo Ancelotti, parce qu'il ne fallait pas arriver à avoir 7 joueurs trentenaires dans un effectif. Je reste persuadé que ces anciens gloires aujourd'hui aux commandes, ça reste des gens un petit peu à l'ego métastasé, qui ont des réactions qui surréagissent à des choses. Ça va se régler. Je vais dire comment ça va se régler. Moi, je pense que le Bayern, je pense que quelque part, dans leur inconscient collectif, le public, le staff,
les grognards d'anciens joueurs, ils ont tous envie d'avoir un foot allemand qui revienne avec un style de jeu allemand. Voilà. Ils le disent très souvent dans leurs interviews. Voilà, on a fait de l'européen, on a mis le ballon à terre, on a gagné la Coupe du Monde, on a gagné cette fameuse Ligue des Champions 2013, pardon. C'est fait. Maintenant, on veut retrouver la puissance du foot allemand, les tirs à 40 mètres, voilà, du Klaus Augenthaler et autres Hieronymus qui ont fait de nous ce que nous sommes. Et sincèrement, c'est quelque chose qui est sous-entendu, surtout quand il y a un entraîneur étranger. Globalement, c'est ça ce qui lui reproche. C'est pas autre chose que ça. C'est pas autre chose que ça. En tout cas, ils veulent du shoot de 40 mètres. La moustache, il veut de la moustache. Bah oui, mais qui parle? C'est Eunès. Dieter et Uli Eunès. Rappelez-vous quels joueurs ils étaient. Ils étaient là-dedans. Voilà, Roubesch. En tout cas, d'autres dirigeants ne sont pas contents aussi. C'est ceux du Paris Saint-Germain. Le PSG qui a vu ses chances de conserver son titre se réduire drastiquement avec la défaite 3-1 à Nice. Et il s'oriente vers un ratage que les coupes nationales, la Coupe de la Ligue et la Coupe de France, ne vont guère atténuer. On voit le sujet, on en débat juste après. Le Paris Saint-Germain a désormais 3 points de retard sur Monaco en tête de la Ligue 1, un match en moins au programme et une différence de but largement inférieure. Il faudrait que, sur ces 4 derniers matchs de championnat, Nancy, Lille, Saint-Etienne et Rennes, l'AS Monaco concède au moins 2 défaites et un nul pour que le Paris Saint-Germain soit sacré champion dans l'hypothèse où lui-même remporterait ses 3 dernières rencontres. Un concours de circonstances très improbable au vu de la cadence impulsée par les Monégasques. C'est une grosse défaite, bien sûr. C'est une blessure, bien sûr. Mais mathématiques pour la tête, c'est pas fini encore, mais c'est difficile. On a 6 points, plus la différence de but, je pense que c'est un petit peu difficile, mais on a 3 matchs, 2 Coupes de France, je pense qu'on va battre encore jusqu'à la dernière minute. Après 4 titres de champion de France de rang, c'est un énorme revers en perspective pour le PSG qui fait de la Ligue 1 son objectif minimal chaque saison en raison de sa force de frappe financière, 500 millions d'euros de budget contre 235 millions d'euros pour Lyon et 145 millions d'euros pour Monaco et de ses ambitions européennes. Le parcours avorté en Ligue des Champions avait enclenché la saison noire, la fameuse remontada infligée par le FC Barcelone en 8e de finale avait empreint d'humiliation une sortie de route parisienne, actant un recul majeur après 4 quarts de finale de Ligue des Champions d'affilée. Après les victoires dans le Trophée des Champions et la Coupe de la Ligue, la finale de la Coupe de France le 27 mai prochain face à Angers ressemble dès lors à un trophée accessoire. Bref, recul domestique après 2 quadruplés nationaux d'affilée et un recul européen sur les 5 trophées possibles. Paris aura laissé filer les 2 principaux, la Ligue des Champions et la Ligue 1. La responsabilité d'Unai Emery est forcément engagée. L'entraîneur espagnol paie pour une première partie de saison très mitigée. Certes, le club de la capitale était conforté à une concurrence plus élevée ces dernières années, mais le Basque était aussi censé lui faire franchir un cap. Du coup, Emery sera-t-il sur le banc la saison prochaine? Et quid de Nasser Al-Khelaifi lui-même? Voilà, donc 2 questions. Quid d'Unai Emery, quid de Nasser Al-Khelaifi lui-même, le patron de cette formation parisienne, comme on lisait dans le sujet, recul domestique et continental. Ils étaient obsédés par cette Ligue des Champions, à avoir oublié peut-être le titre à la maison. C'est pas ça, c'est que la majeure partie des problèmes de Monaco, du PSG s'appelle Monaco. Voilà. Demain, les supporters français ils vont supporter Monaco. C'est la place qu'aurait dû avoir le PSG. Et encore, ils devraient remercier le bon Dieu que ce ne soit pas un rival historique, style Marseille ou quelque chose, parce que là, ça aurait déjà pété à tous les étages du Paris Saint-Germain. Moi, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un problème de direction sportive ou de politique sportive. Voilà. Et je ne sais pas si on peut s'arrêter. Le recrutement, et on prend blanc, vire blanc. Le recrutement était catastrophique cette année. C'est peut-être pas seulement Emery, il faut peut-être monter, effectivement, il parle du président, et je pense qu'il y a un petit problème à ce niveau-là. Il faudrait, je pense, toute une émission, parce que ça peut aller effectivement d'Emery en passant par le président, en passant aussi par Patrick Kluivert qui a été décrié, dont on ne connaît pas véritablement le poste. Effectivement, entre le recrutement qui a été complètement raté avec au moins 4-5 joueurs qui ne jouent pas, notamment le cas Ben Arfa,
qui a empoisonné aujourd'hui cette équipe de Paris. Le militaire Krikoviak, que l'entraîneur a mis de Séville avec lui. Même Draxler, c'est pas... Draxler, ça a été un feu de paille pendant 2 mois. Beaucoup d'observateurs en France parlent du départ de Zlatan Ibrahimovic. En fait, l'importance, ça par contre, c'est mitigé. Ça, c'est mitigé. Effectivement, en tout cas, en Ligue 1, Zlatan était ce joueur-là qui tirait l'équipe vers le haut que Thiago Silva n'a pu faire. Alors qu'au niveau européen, Zlatan n'a pas forcément été toujours là, contrairement à Cavani. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand tu prends tous ces micro-événements, qui ne sont pas en soi d'une grande gravité seule, mais quand tu les mets bout à bout, ça donne une saison qui est ratée, on peut le dire. Mais il faut faire attention. 500 millions d'euros de budget contre 145 pour une équipe qui aujourd'hui en demi-finale de Ligue des Champions, en passe de gagner un titre. Donc aujourd'hui, il faudrait une émission pour parler de Draxler. Je voudrais juste nuancer ça parce que quand on regarde dans l'histoire récente du football, les clubs qui ont eu un apport de capital massif, contrairement aux anciens qui étaient riches depuis plus longtemps, moi j'ai pas de problème avec cette idée-là. Moi je ne pense pas que parce qu'on a eu de l'argent avant les autres, on est plus légitime. Mais regarde ce qui s'est passé à City, regarde ce qui s'est passé à Chelsea, regarde ce qui s'est passé. Voilà, ils n'ont pas réussi très vite. Non, voilà. Aujourd'hui, la première phase du projet parisien, elle est parfaite. La marque, tout le monde la connaît. Une domination nationale. Bon, Monaco a fait mieux, ça arrive. Voilà. Maintenant, c'est le deuxième étage. Non, mais c'est le deuxième étage de la fusée. Mais c'est le deuxième étage qui est compliqué. Chelsea n'a pas fait mieux. City n'a pas fait mieux. Chelsea est arrivé avec des champions en 2012, l'année où on s'y attendait le moins. City n'y est encore pas arrivé. Et il y a d'autres exemples comme ça de ratage. Ouais, mais l'appétit vient en mangeant. Amine, l'appétit vient en mangeant. C'est ça le problème, c'est que l'appétit vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant et l'émission se termine. Merci Amine. Merci à toi. Merci Reda. Merci à vous les amis. À toute l'équipe technique, bien sûr, aux réalisateurs de l'émission ce soir. Nous, on va se retrouver mardi prochain pour une nouvelle édition du club et sera notre invité Nasser Larguet, le directeur technique national. Et ça sera question bien sûr des demi-finales retour de la Champions League. Ciao.